Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, collecte de sang le 23 avril prochain à Grande-Rivière. Donc, c'est grâce aux dons de sang et aux dons de générosité de chaque personne qui permettent à des gens comme moi de survivre. Levée de fonds sur les ondes de Bleu FM le 5 mai prochain pour les Chevaliers de Colomb de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. C'est pour ça que vous allez voir des gens bientôt frapper à votre porte dès cette semaine pour la levée de fonds. On rencontre le maire de Grande-Rivière, M. Bernard Stevens. Est-ce que vous vous représentez aux prochaines élections en tant que maire? Bon, disons que c'était pas la question, parce que j'avais préparé la chose, c'était pas la question à laquelle je m'attendais. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Coury. La seule piste d'atterrissage pour secours volante au monde est au Canada. C'est à Saint-Paul en Alberta. C'était construit en 1967 pour célébrer le centenaire du Canada. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le 23 avril prochain, à Grande-Rivière, une collecte de sang aura lieu à la polyvalente de Grande-Rivière. J'ai réalisé une entrevue à ce sujet. Bien, Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio Mme Lise Rifou, coordonnatrice de la prochaine collecte de sang qui va avoir lieu le 23 avril prochain à Grande-Rivière. Et on reçoit aussi en studio M. Alain Duguay, président d'honneur de cette prochaine collecte de sang. Alors, tout d'abord, bonsoir à vous deux. Bonsoir. 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 Donc, je vais débuter l'entrevue avec Mme Rifou. Peut-être rappeler aux gens à la maison le pourquoi de notre rencontre de ce matin. Naturellement, c'est pour rappeler aux gens l'importance de participer à cette collecte qui va se dérouler à quel endroit? À la polyvalente de Grande-Rivière. Et puis, comme tu l'as dit tantôt, c'était le 23 avril, de 15h à 21h. Puis, bien, comme par les années passées, on a un groupe de personnes qui travaillent pour l'organisation de tout ça, aller sous le vocable, je dirais, des Filles d'Isabelle, de la Sûreté du Québec, des Chevaliers de Colomb, et puis de la pharmacie Jean Coutu. Et cette année, nous avons l'honneur d'avoir M. Alain Duguay comme président d'honneur. Et vous, M. Duguay, peut-être pour les gens à la maison, rappelez un peu l'historique du pourquoi que vous avez eu besoin de sang à un certain moment donné dans votre vie. On va vous laisser un peu l'occasion que vous puissiez nous raconter votre histoire. OK. Donc, moi, j'ai subi une greffe de foie en 2011, mars 2011. Auparavant, j'ai fait beaucoup de visites médicales, parce que la greffe de foie, je subissais une cirrhose. Et les symptômes de la cirrhose, dans un des symptômes, c'est des varices œsophagiennes. Okay? Donc, lorsque la veine, qui est devenue une varice due à l'enflure, éclatait, donc je faisais beaucoup d'hémorragie. À ce moment-là, j'étais obligé de toujours être hospitalisé. Puis ça ne se passait pas à Chandler, c'est toujours à Montréal, à Royal Victoria. Je passais probablement soit une nuit pour recevoir la transfusion de sang. Et par la suite, il me faisait la ligature des varices œsophagiennes. Pourquoi il me transfusait le sang? Parce que j'avais des problèmes au niveau des plaquettes. Okay? Les plaquettes étaient très basses, donc je ne pouvais pas arrêter de saigner. Donc, pour me renforcer, pour subir l'opération, c'est une chirurgie d'un jour, mais assez importante, il fallait que j'avais des transfusions. Donc, les transfusions, ça m'a permis de vivre jusqu'au moment de la greffe. Parce que si je n'ai pas de transfusion pour me renforcer, me donner de l'énergie pour continuer, bien, ça finissait là. Donc, les transfusions, puis j'allais à Montréal pour ça toutes les 6 à 8 semaines. Pendant l'opération, j'ai eu beaucoup de transfusions, et de transfusions de sang, de plasma et de plaquettes, pour me permettre de revenir, remettre ma formule sanguine à la normale et m'aider à reprendre l'énergie. Donc, c'est grâce aux dons de sang et aux dons de générosité de chaque personne qui permettent à des gens comme moi de survivre, de vivre jusque le moment précis pour la greffe arrive. Donc, j'encourage tous les gens à venir participer puis à donner un don de générosité. Donc, M. Duguay, on voit vraiment que le sang, pour vous, a été vraiment un don de vie. Ça l'a permis d'en arriver à pouvoir réaliser cette fameuse greffe. Et sans rentrer dans le dossier de votre greffe en tant que telle, on peut voir aujourd'hui, en vous regardant, que ça semble avoir été un succès. Est-ce que je me trompe? Ah, c'était un succès remarquable. J'ai jamais eu de complications par la suite. Ça, c'est grâce aux dons d'organes et aussi aux dons de sang. Oui. J'ai tout repris mes activités, j'ai repris mon travail. Même, je me sens beaucoup mieux qu'en 2008.
quand je commençais à être malade, là. D'accord. Aujourd'hui, pour moi, c'est une nouvelle vie. Puis des nouvelles actions, puis des nouvelles choses à faire. Puis ça, c'est grâce à une grande partie aux dons de vie, aux dons de sang qui m'a permis d'accéder à la greffe. Un très bel exemple de l'importance du don de sang. Hein? C'est vraiment, hein, on voit là le don, quand on dit. Oui, c'est un don, c'est permettre à quelqu'un. Le foie, lui, là, c'est comme quelqu'un qui reçoit, excuse-moi, là, c'est comme quelqu'un qui reçoit un cœur. Il faut attendre qu'il y ait un donneur. Ben oui, puis le donneur, c'est pas du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris 38 mois à attendre. Puis des fois, je me levais le matin à la maison, là, puis le laurier était imbibé de sang. Oh, ouais. Parce que durant la nuit, que la varice avait éclaté. Puis là, j'avais fait une hémorragie. Là, je me rendais à Chandler immédiatement. Puis les autres, ils me donnaient des soins pour me permettre de me rendre à Montréal. Parce que les équipes n'étaient pas assez spécialisées pour faire mes varices, pour ligaturer les varices. Donc, en fin de compte, c'est ces dons de sang-là qui vous ont permis de pouvoir aussi passer à travers du temps d'attente de votre foi. Oui. Donc, ça nous démontre bien l'importance. Encore une fois, c'est très généreux de votre part de partager ça avec les gens à la maison. Et c'est encourageant de donner lorsqu'on a des beaux exemples de réussite comme celui-là qu'on vient de discuter. Et justement, on va aller un peu plus dans les détails de la façon avec laquelle le tout fonctionne. Qui peut donner du sang à prime abord? Toutes les personnes de 18 ans et plus. Comme de raison, quand ils arrivent à la collecte de sang, ils ont des questionnaires à remplir. Et puis là, une fois qu'ils sont rendus à la clinique, ils ont déjà fait leur don, hein, généreusement. Là, ils sont venus pour ça. Mais parfois, il y en a qui sont obligés de retourner parce qu'ils manquent du fer ou ils passent un examen, un petit examen. C'est surtout les femmes, ceux qui ont un peu moins de fer. Mais ça dépend aussi des endroits où ils sont allés. Ça, on va le voir un peu plus tard. D'accord. Pour les personnes plus âgées, si tu n'as jamais donné, puis tu es rendu à 60 ans, tu n'as jamais donné, ça prend une feuille du médecin. Ça prend l'accord du médecin. D'accord. Oui. Et puis après ça, bien, tu sais, ils s'organisent après là, pour le donner pour la première fois à 60 ans. Mais quand tu commences à 18 ans, tu peux aller jusqu'à 70 ans. Mais rendu plus loin, là, ça prend la permission du médecin à toutes les fois. Mais tellement de belles jeunes personnes de 18 ans en montant qui sont jeunes et qui pourraient donner du sang. Puis l'exemple, là, c'est l'exemple comme quelqu'un qui le reçoit, c'est vraiment un cadeau. Oui, puis comme moi, que j'ai eu des transfusions de plaquettes, là, il faut absolument avoir plusieurs donneurs. C'est pas un seul donneur qui peut. Donc, c'est important qu'on participe à ces collectes de sang-là. La solidarité est importante. Oui. Parce que la perte de notre santé, c'est pas un droit acquis, ça. On peut le perdre d'une journée à l'autre, même d'une seconde. Okay? Donc, c'est important que nous avons des réserves puis une bonne collecte de sang. Pour ça, ça nous prend des donneurs. Entièrement d'accord avec vous. On va voir là, combien ça en prend de collecte de sang. On le sait, Mme Rifou, la vie va à 100 000 à l'heure aujourd'hui. On est toujours extrêmement pressé, court pour les enfants, puis va porter, va chercher. Est-ce qu'il faut prévoir beaucoup de temps pour ce fameux don-là? Il faut au moins prévoir 1 heure. T'sais, avant que tu t'es inscrit, avant que tu as répondu au questionnaire. Puis après ça, une fois que tu as répondu au questionnaire, tu rencontres un infirmier ou une infirmière qui va lire le dossier et puis qui va l'analyser, disons. Puis ça prend 1 heure. On peut dire que c'est 1 heure très, très bien investie. Oui. On sauve des vies avec le temps qu'on donne pour... Et puis, en ce qui concerne la quantité de sang qui est donnée, est-ce qu'on ressort de la collecte sur nos 2 jambes? Oui, on ressort sur nos 2 jambes. C'est 450 millilitres. Ils prennent quelques petites... moi, j'appelle ça des burettes, là, des petits tubes là, pour... ça, les tubes là, qu'ils prennent avant, là, une fois qu'il est installé, puis que tout est en marche, ça, c'est pour l'analyse de ton sang. Parce que ça s'en va à Héma-Québec, et puis là c'est gardé, et puis c'est analysé, puis 450 millilitres, là, une fois aux 56 jours, là, ça passe bien. Puis parlant du 450 millilitres, le don avec un seul don de sang, on peut sauver combien de vies? On peut sauver 4 vies, minimum. C'est incroyable. Oui. C'est ça. Donc, c'est vraiment un superbe de bel investissement. Et en ce qui concerne le fameux mode de fonctionnement, en ce qui concerne naturellement la sécurité, je crois que ce n'est plus d'actualité de dire que c'est dangereux d'aller donner du sang.
Non. C'est très... depuis que Emma Québec est en marche, ça fait au moins 13-14 ans, je pense, il n'y a jamais eu une personne qui a été contaminée par le sang qui a été donné. Parce que s'il n'est pas bon, le sang, ben, ils le ramasseront pas. Il y a un tri qui est fait. C'est ça, il y a un triage, puis tout ça. Ça fait... c'est stérilisé. Il y en a qui disent « Ah, j'ai peur de piqûres, tati. » Mais tout est stérilisé au coton, comme on dit, par ici. Là. On les il n'y a pas de problème. sur... Non. On est très sévère aussi. Oui. Et c'est la même chose sur le receveur. Oui. Le receveur aussi. Oui, parce que moi, je l'ai reçu. Oui. Puis, premièrement, lorsqu'on le reçoit, il y a beaucoup de vérifications qui sont faites devant le patient, qui sont toujours accompagnées de 2 infirmières qui font certaines vérifications avant de nous transmettre le sac de sang. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, le processus est très sécuritaire. Et comment on se prépare? Là, on a peut-être réussi à convaincre des gens à la maison. Oui, et pas juste à la maison, hein? On peut convaincre des gens ici même. En studio, le message est clair. Oui. Donc, justement, comment on se prépare justement à... La collecte est ici, à Grande-Rivière, la collecte est à 3 heures de l'après-midi. Oui. Donc, il faut que tu aies pris un bon repas. Hein? Puis même, c'est recommandé de prendre un petit goûter avant. Oui. Puis de boire beaucoup d'eau. Ça aide, ça. Être bien hydraté. Ça hydrate et puis tout ça. Puis il faut se reposer aussi. Tu sais, tu n'arrives pas là, après une grosse journée d'ouvrage, puis que tu n'as pas eu le temps d'aller, je sais pas moi, te reposer un petit peu, là. Mais sur 100 personnes, il y en a peut-être un, des fois, qui est un petit peu plus faible. Alors, il reste couché sur sa civière un petit peu plus longtemps, puis il est entouré des personnes, là, puis le temps passe bien. Oui, puis parlant justement des gens qui sont là, ça se fait vraiment dans une superbe de belle atmosphère. Oui. Ça, par exemple, j'en ai été témoin. Je n'ai peut-être pas donné de sang, mais moi, j'ai été témoin de l'atmosphère qui était sur les lieux. Les gens sont sympathiques et ça se fait dans la joie. Là. Il n'y a pas d'ambiance négative. Tout le monde sont de bonne humeur. Oui, et souvent, les gens c'est souvent les mêmes gens qui donnent, pour se le cacher. Oui. On aimerait en avoir plus de nouveaux, mais il y a quand même une certaine camaraderie là, entre les gens qui sont présents sur les lieux. Et justement, parlant de donner du sang, est-ce qu'on peut en donner régulièrement du sang? Oui, on peut en donner. Ça prend 56 jours pour que ton organisme refait toutes les forces et tout ce qui compose le sang. Là, ça prend 56 jours avant de pouvoir en redonner d'autres. Et si on parle des besoins en ce qui concerne la province de Québec, est-ce que les besoins sont grands? À toutes les 80 minutes, on a besoin de sang dans différents hôpitaux de la province. Pour répondre à toutes ces situations. Pour répondre à toutes ces demandes-là, oui. Puis est-ce qu'on peut dire que les Québécois sont généreux en ce qui concerne les dons de sang? Généreux, mais pas encore assez. Parce que dans les personnes qui sont aptes à donner du sang, il y en a seulement 3 % qui en donnent. Bon. D'où votre insistance à augmenter ce bas pourcentage. Puis on dirait que ça diminue. Ça diminue, oui. Je ne parle pas d'ailleurs, là, je parle de notre secteur ici. Les premières fois que j'étais responsable des collectes de sang, on a eu au-delà de 204. Et puis là, la dernière fois, l'année dernière, on a eu 2 collectes. Une au printemps, puis une au mois d'août, puis ça a été 148 à chaque fois. C'est décevant pour ceux qui les organisent. Oui. Et puis, les Emma Québec, les organisateurs disent toujours c'est bien, ça a bien été, puis ci, puis ça. Parce que, mais pour ceux qui l'organisent, des fois, c'est sûr, on parle d'une équipe de bénévoles qui se réunissent, il faut le dire, c'est fait par des bénévoles. Donc, pour travailler dans un organisme communautaire et puis avec beaucoup de bénévoles, moi personnellement, c'est vrai qu'on a toujours comme objectif d'améliorer nos scores plutôt que d'aller en diminuant. Mais il ne faut pas se décourager. Cette année, l'objectif est 160 pour nous autres, là. Alors, on peut aller à 170, 175. Bon, donnons-nous cet objectif-là. Ce n'est pas exagéré non plus, tout à fait réalisable. Maintenant, en ce qui concerne la Croix-Rouge, versus Emma Québec, il y a quand même une différence entre les deux. Hein? Oui, c'est ça. Il y a une différence. La Croix-Rouge, elle, c'est pour les sinistrés. Hein? Ils ont un beau rôle à aider tout ce monde-là. Et puis, ils font la même chose qu'Emma Québec, mais dans les autres provinces. Ici, au Québec, les dons de sang, c'est organisé et géré par Emma Québec.
D'accord. Et puis tout à l'heure, on disait qu'à tous les 80 minutes, il y avait un besoin en ce qui concerne les dons de sang. Si on parle à l'échelle provinciale, on a besoin de combien de dons de sang pour satisfaire à la demande, là? On a besoin de 1000 dons de sang par jour pour satisfaire à tout. Ça peut paraître peu si on regarde la population québécoise, mais comme vous me disiez, étant donné le pourcentage de participation, ça demeure toujours un défi. Oui, 1000 dons de sang par jour. Puis moi, j'ai visité la bâtisse d'Emma Québec, à Québec, là. Et puis, quand je reviens peut-être un petit peu en arrière, là, pour la conservation du sang, de tout ce que c'est qui va alentour, là, c'est très, très, très supervisé, c'est très touché, comme on dit. Là. Puis il n'y a pas de gaspillage. Non, il n'y a pas de gaspillage, puis tout est ramassé, puis c'est congelé, puis ça dépend de ce qui se congèle, comme de raison. C'est quand même impressionnant. C'est pas la première fois qu'on se rencontre pour faire un peu de prévention, pas de prévention, mais de sensibilisation, disons. Et puis vous me racontiez ça là, lors de, justement de votre visite au niveau de la technologie. Là, on réussit à séparer tout ce qui constitue le sang pour aller vraiment vers les besoins. Hein. Il a reçu des plaquettes, des plasmas, puis tout ça. Alors, il divise ça. Pour quelqu'un qui ne connaît rien là, dans ces organismes-là, là, comme nous autres, on ne sait pas comment ils font ça dans les laboratoires, comme de raison. Mais c'est ça. Et la durée de vie d'un don de sang? La durée de vie d'un don de sang, c'est différent. Hein? Pour les globules rouges, on m'a informé que c'était 42 jours que ça pouvait se conserver. Pour les plaquettes, c'est 5 jours. Puis pour les plasmas, ça congèle. Ça peut aller jusqu'à 1 an. Hein? Ça fait que... D'où l'importance du roulement au niveau des collectes. Hein? Parce que veut pas, ça ne se garde pas pendant 20 ans. Non. Bon. Combien de collectes de sang y a-t-il au Québec versus Grande-Rivière, disons? Au Québec, il y en a 2500. Ah oui? La Grande-Rivière, on a 2. 2 par année? 2 à Gaspé. Quand ils viennent faire leur tour, c'est à Gaspé. Ensuite, c'est ici à Grande-Rivière. Puis ensuite, c'est dans le comté de Bonaventure. C'est ça. Ils font quand même une bonne récolte. Là. Ça implique quand même un nombre assez impressionnant de bénévoles, tant au niveau provincial qu'au niveau de notre région de Grande-Rivière. Hein? Des bénévoles, ça peut aller jusqu'à 2500. Bon. À Grande-Rivière, là, je parle de la collecte ici, de la semaine prochaine, de l'autre semaine, disons. Là. C'est d'une bonne trentaine. Si on parle des chevaliers de colon de la Sûreté du Québec, premièrement, qui va aller placer des pancartes dans les commerces. Ensuite, il y a les chevaliers de colon qui viennent aider à placer toute l'attirail quand ça arrive, cela, là, les camions. Là, ça prend des bons bras là, pour tout transporter ça. Après ça, il y a les filles d'Isabelle, puis il y a des amis aussi, moi, qui nous ont joints, là, puis sont joints à nous, là, puis pour travailler. Ça prend une bonne trentaine de personnes, de bénévoles cette journée-là. Un immense merci à ces bénévoles-là, parce que sans eux, ce serait impossible de réaliser ce genre d'événement. C'est un peu les bénévoles, la colonne vertébrale, et puis tout ce qui entoure la colonne, c'est les gens qui viennent donner du sang. Je voulais aussi parler de cette feuille ici, là, qui est... À l'accueil, il y a cette feuille-là. Puis on demande aux gens de la lire. Hein. Ça, c'est important aussi. T'sais. Ils disent dans les différents pays où tu es allé, si tu peux donner du sang ou non. Puis, des questions qui font le tour, en fait, compte de tout ce qui doit être pris comme précaution. Une chose qui est bonne aussi, c'est d'amener la liste de ces médicaments pour ceux qui donnent du sang, parce que, tu sais, on dit, ah oui, moi, je prends une pilule blanche, je prends une pilule rouge, bien, c'est quoi, là, tu t'amènes ça, tu montes ça à l'accueil, les infirmières connaissent tout ça, eux autres. Exactement. Puis, il y a peut-être une croyance, même si on prend des médicaments, c'est possible de donner aussi. Hein, oui, on le voit, là. Les diabètes, si tu te piques, si tu te donnes de l'insuline, tu peux pas. Mais si tu fais juste prendre des médicaments en haut, tu peux. Prends-tu de l'insuline? Non. Donc, ça serait, excuse-moi, ce serait tout à fait possible là, pour moi de pouvoir donner Il y a une chose aussi que j'aurais dû rajouter à un moment donné. Alain disait que, bon, il a reçu des plaquettes, puis tout ça, puis il a reçu du plasma, puis tout ça. Ici, à Grande-Rivière, on a un bon donneur. Il s'appelle M. Jean-Marc Couture. Puis, un bonjour, Emma Québec va certainement lui donner la médaille, là, parce qu'il est rendu à au-dessus de 100 dons. Ouais. Parce qu'il en donne ici, à Grande-Rivière, puis quand il va en ville, il peut en donner, alors pour différents, comme pour les plaquettes, comme pour le plasma, tu sais. Alors moi, je tiens à le remercier, puis à le féliciter pour ça. Parce que si des gens comme lui n'en donnaient pas, il n'aurait pas sauvé, ça n'aurait pas sauvé notre ami Alain. Donc, ça démontre vraiment l'importance du don de sang, et puis il ne faut pas oublier,
on ne sait jamais à quel moment dans notre vie on va peut-être être personnellement touché par ce besoin-là. Et à ce moment-là, on est très, très, très content d'y avoir accès. Et le pourquoi on y a accès, c'est parce qu'il y a des donneurs et puis qu'il y a des bénévoles qui travaillent à organiser ces collectes de sang-là. Monsieur Duguay, pour le mot de la fin, naturellement, on va revenir à vous. J'imagine que vous auriez certainement un message clair envoyé aux gens sur l'importance de donner du sang dans notre secteur. Oui. Donc, j'invite tous les gens de se déplacer. C'est 1 heure de votre temps pour donner du sang, pour sauver des vies. Puis parfois, ça peut être quelqu'un de votre famille que vous tenez près de vous, que vous voulez le conserver. Donc, allez donner du sang. Puis chaque donneur qui vient, faites-vous le devoir d'apporter quelqu'un d'autre avec vous. C'est une bonne idée. Parce que le don de vie, il n'y a rien d'irremplaçable à ça. Une fois que vous l'avez, et une fois aussi qu'on a senti de le perdre, le don de vie, c'est là que vous voyez l'importance de vivre. Donc, pour ça, je vous demande de nous encourager lors de la collecte de sang qui aura lieu mardi, le 23 avril, à la Polyvalente Grande-Rivière, à compter de 15h à 15h. Oui. Alors, ici aussi, il y a une autre affaire qu'on peut souligner. Là. Si des fois, avant, vous avez des médicaments ou n'importe quelle question, vous êtes allé à Cuba, vous êtes allé en République, vous êtes allé à différents endroits au Mexique, alors il y a un numéro sans frais que c'est bien important de retenir. C'est 1-800-847-2525. Ce numéro-là est bien important. Vous appelez avant. Alors, vous ne serez pas déçus si vous arrivez puis vous n'êtes pas capable d'en donner. Mais ça, c'est la minime partie des gens. Là. Parce qu'il y a beaucoup... Les gens, ils sont capables de donner du sang, puis ils sont généreux. Votre regard et votre sourire en dit très long. Donc, Madame après Riffaut, ça, il y a un petit goûter aussi, hein? Ah oui? Un petit café, un jus, des petits biscuits. Tout ça, c'est fourni par Jean Coutu. Bon. Donc, un collaborateur important à chaque année qui revient toujours. Oui. Bon. Oui. Donc, Mme Riffaut, M. Duguay, merci de votre visite à la télévision communautaire et c'est un rendez-vous le 23 avril. C'est à la Polyvalente. C'est ça. À la Polyvalente de Grande-Rivière. Merci. Merci. Un plaisir. Merci, Alain. Merci. Autre activité importante, le 5 mai prochain à Grande-Rivière, levée de fonds pour les Chevaliers de Colomb de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse de Gaspé. M. Armand Godin nous en dit plus long. Bien, Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Armand Godin, député, du district 64 et chevalier de colon du conseil 85-28 J.A. Martineau de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. Bonsoir, M. Armand. Bonsoir, M. Claude. Vous allez bien? Ça va très bien. M. Armand, on se rencontre aujourd'hui pour faire un peu de sensibilisation en ce qui concerne la 37e levée de fonds qui va avoir lieu le 5 mai prochain sur les ondes du 96.3 Bleu FM. C'est une levée de fonds pour amasser de l'argent pour les Chevaliers de Colomb pour donner à plusieurs œuvres. C'est bien ça? C'est bien ça. Nous donnons là, notre objectif cette année, c'est 7 500 $. D'accord. L'argent amassé, aussitôt amassé, à les donner à des organismes comme la Polyvalente de Grande-Rivière, Gala Méritos, SES, GF1. Ça, c'est les jeunes en difficulté. Ça fait 10 mois. Encore là, nous, on n'est pas dans le comité. On ne sait pas qui est le jeune. Ils ont les mêmes cartes que tous les autres. Ils ne sont pas ciblés par les autres élèves. C'est dans l'anonymat. C'est dans l'anonymat complet. D'accord. Puis les familles dans le besoin, c'est encore dans l'anonymat complet. Les enfants malades, la Guignonneuil de Noël, Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, la Fondation de l'hôpital de Chandler, Répit Pabouc, Handicapés visuels de Gascon-Percé, la Fabrique de Grande-Rivière et de Sainte-Thérèse. Comme là, l'argent amassé à Grande-Rivière, ça va à un pourcentage à Grande-Rivière. L'argent amassé à Sainte-Thérèse, un pourcentage à Sainte-Thérèse. D'accord. Puis la Fondation des maladies du rein, Fondation de la maladie d'Alzheimer, Fondation, le Fonds Michel Lencott, que là, on fait une levée de fonds aussi. Oui. Et ainsi, il y en a encore beaucoup plusieurs qu'on peut nommer. Oui. Donc, c'est vraiment important pour le milieu et l'argent va vraiment aider l'ensemble des organismes, dans le fond, qui donnent des services à la population. L'argent est donné tout de suite à l'ensemble des organismes qui font... Il y a quand même une équipe de bénévoles assez impressionnante qui gravite autour de cette levée de fonds, 37e édition, je le rappelle. La Grande-Rivière Sainte-Thérèse ont minimum 50 bénévoles.
C'est grâce à ces bénévoles-là qu'on peut ramasser des bons, le fonds. Oui. C'est grâce à nos généreux donateurs aussi qu'on va de l'avant. Et le but un peu de notre entrevue d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens. Il va y avoir des chevaliers qui vont passer de porte en porte, ainsi qu'une équipe bien spécifique pour l'ensemble des commerces, pour cette levée de fonds spécifique que, je rappelle, va avoir lieu le 5 mai prochain. À Sainte-Thérèse, c'est M. Macorel-Cyr qui est en charge de la levée de fonds pour les gens de Sainte-Thérèse. D'accord. En Grande-Rivière, c'est moi-même. Puis pour les commerces à Grande-Rivière, c'est M. Émilien Morin. Et de là, nous, on commence notre levée de fonds porte à porte, parce que nos bénévoles, il ne faut pas s'en dire, ils travaillent dans les domaines de pêche. D'accord. Puis la pêche va commencer bientôt, les usines. C'est pour ça que vous allez voir des gens bientôt frapper à votre porte dès cette semaine pour la levée de fonds. Donc, c'est important pour l'ensemble des gens d'être généreux, mais c'est quand même dans l'habitude des gens d'être solidaires de cette activité. C'est dans l'habitude des gens de Grande-Rivière de Sainte-Thérèse d'être très généreux. Oui. Ils allent dans le fond de leur poche, puis on est bien contents de... C'est un beau geste de solidarité et puis ces argents-là sont réinvestis dans les services à la population. Donc, c'est important puis ça vaut la peine de donner. Donc, on va peut-être terminer en rappelant l'importance de cette activité qui va avoir lieu le 5 mai prochain sur les ondes de notre radio locale, le 96.3 Bleu FM. Alors, c'est un rendez-vous aussi pour les gens, la journée même, d'écouter les différentes interventions qui vont avoir lieu à la radio. C'est une belle journée là, où la fraternité est au rendez-vous. Hein? Oui, comme nous, les gens de Grande-Rivière, nous allons être à l'hôtel de ville de Grande-Rivière, de midi à 4 heures. D'accord. Ceux qui ne sont pas chez eux quand on va pour la levée de fonds. Puis la radio, on est là, on va aller recueillir vos fonds. Et nous vous remercions pour l'aide apportée pour les années passées et nous comptons sur votre générosité encore cette année. Je vous remercie. Donc, bonjour. M. Godin, merci de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Et c'est un rendez-vous le 5 mai prochain sur les ondes du 96.3. Merci beaucoup. Bonjour. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons le maire de Grande-Rivière, M. Bernard Stevens, à notre émission Reflet d'ici de cette semaine. Bonsoir, M. Stevens. Bonsoir, M. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, à la dernière réunion de la Ville de Grande-Rivière, on a déposé les états financiers de la Ville et on peut dire que ça n'a quand même pas été des nouvelles trop négatives. On a réussi, malgré tous les défis que la Ville avait à relever dans les dernières années, à garder quand même une certaine stabilité et en jouant sur l'évaluation municipale, on a pu quand même arriver avec des taux de taxes, disons, acceptables. Oui. Donc, le rapport financier, c'est fait par... Bon an, mal an, c'est fait par la firme Raymond Sabout, Grant Thornton, des professionnels. Et puis, ça nous donne le reflet exact de la situation financière au 31 décembre 2012, pour toute l'année. Je vais vous en faire... une brève description. Oui, puis une description, puis des explications s'il y a lieu. D'accord. Donc, les dépenses de la Ville pour l'année 2012 ont été de 3 936 771 et les revenus de 4 100 412. Donc, on a eu un surplus pour cet exercice financier-là de 163 641 $. Donc, on a eu plus de revenus que de dépenses. Nécessairement, nous autres, tous les dépenses sont scrutées à la loupe. On a un conseiller responsable depuis des années et des années qu'on a un conseiller responsable pour ce dossier-là. Et puis, il garde ça, il en fait, pour dire un honneur et puis une fierté. Et puis, disons qu'il fait très bien son travail et puis de là, les résultats. C'est la quatrième année de suite qu'on fait un surplus budgétaire pour l'année en cours. Les gens auraient peut-être pu s'attendre à la maison à une augmentation avec le projet d'assainissement des eaux. Ça va être pour l'an prochain. Et on va en parler tout à l'heure, M. D'accord. Donc, on a dit qu'on avait un surplus de 163 000 qui s'ajoute au surplus déjà accumulé, qui était de 1 111 283. OK? Et puis, aujourd'hui, à l'heure actuelle, notre bas de laine
est de 1 154 463 $. Là-dessus, il y a le fonds de roulement qui est rajouté là-dessus, sur le 1 154 000, un fonds de roulement de 143 000. On se garde toujours une coupe de 100 000 dans le fonds de roulement. Si on vient qu'à faire un achat, par exemple, l'année passée, on a acheté le petit véhicule pour nettoyer les trottoirs et puis on met une souffleuse l'hiver pour souffler les trottoirs et puis on en prend un montant dans ce fonds de roulement-là, mais on le remet dedans chaque année. On s'emprunte de l'argent. OK? Et puis on n'a pas le droit, nous autres, à la ville, d'avoir un fonds de roulement plus que 350 000 $. On met l'autre argent, on le met dans le bas de laine, dans le surplus accumulé. Mais là, on a emprunté de l'argent dans notre argent, dans notre fonds de roulement, pour chercher de l'équipement. Il y a je pense qu'on a pris pour le camion incendie, on a pris pour l'autre camion à neige, et puis au lieu d'aller emprunter à la caisse ou aux banques à des taux d'intérêt, on se paye en plus de l'intérêt. OK? Dans notre fonds de roulement. Ça fait que ça, c'est une bonne façon de s'administrer. Et puis, je vais vous donner service par service, si on veut passer. D'accord. Service par service, combien ça a coûté? L'administration générale, tout ce qui est administration générale, j'enlève les centaines de piastres, puis les pièces, là, ça coûte 800 000 $ par année pour administrer la ville, l'administration. La sécurité publique, ça, c'est police et incendie, 360 000. Le transport, c'est tous les véhicules, la neige, et puis 796 000. L'hygiène du milieu, ça, c'est les vidanges, le compostage, 714 000. Santé et bien-être, 36 066. L'urbanisme, 172 000. Loisirs et culture, 358 000. On a des frais de financement, nécessairement, sur nos emprunts, de 355 000. Et l'affectation, on l'a dit, l'affectation au surplus de 136 000. Je vais vous donner la dette de la ville, de ce que les contribuables doivent. Nous avons une dette de 3 881 000. Là-dessus, on a 872 000 à recevoir du gouvernement. Donc, la dette globale de la ville est de 3 millions, c'est 8 piastres, disons. Notre dette est de 3 millions. Ce qui comprend nécessairement l'autre partie, si on achète de l'équipement, et puis les aqueducs, là, OK, pour les services. On n'a seulement qu'une dette de 3 millions. Puis cette dette-là représente 2,1 % de notre richesse foncière. Donc, le 3 millions représente 2,1 %. C'est donc dire le 97,9 % est à nous autres, là, notre richesse foncière. Notre richesse foncière est de 140 millions. Il y a eu une augmentation cette année parce que de la valeur foncière. Exactement, je voulais la valeur foncière, puis nécessairement... C'était bien cette année au niveau de la MRC, hein? Pardon? C'est au niveau, le rôle d'évaluation? Non, c'est fait par la MRC, veut dire une firme, mais nous autres, c'est propre à chaque municipalité. Exactement. Nous autres, cette année, c'était notre tour. Je pense, il y a peut-être eu une autre municipalité, mais cette année, c'était notre tour. Ça faisait 5 ou 6 ans. Et puis, nécessairement, que les maisons ont monté l'évaluation en moyenne de 46 %. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour égaliser, puis mettre ça uniforme, puis nécessairement, si on avait chargé les taxes pour l'augmentation, les gens auraient eu une augmentation, un compte de taxes très élevé. Donc, tous ceux que leur évaluation n'a pas dépassé 46 %, ils n'ont pas eu d'augmentation de taxes. Au contraire, ils ont eu une baisse. Il y a 3 contribuables sur taxes qui a eu une 3 contribuables sur 4 qui a eu une diminution de taxes. OK? Et puis, ça se situe même une augmentation là, pas trop forte. Pas trop forte. Pour ça, pour arriver à ça, il a fallu nécessairement faire un exercice. Notre taux de taxe, qui était en 2012, qui était de 1,29 $ du 100 $ d'évaluation, vu qu'on avait eu une augmentation d'évaluation, on a diminué le taux de taxe à 89 sous. Donc, on a diminué notre taux de taxe de 40 sous. C'est pour ça que les gens ne sont pas trop aperçus de l'augmentation de leur compte de taxes. Il a fallu faire un exercice. Puis aussi, ils disent que gérer puis administrer, c'est prévoir. Nécessairement que l'année prochaine, il n'y a pas un contribuable de la ville qui n'est pas au courant
qu'il va y avoir, on va être obligé de payer pour les travaux qui sont en cours. Ce sont des travaux de 10 millions de dollars, au-dessus de 10 millions de dollars, pour mettre notre eau aux normes. Selon les normes, on aura plus à peine à faire bouillir selon les travaux qui vont être faits. Et puis, on parle de 200, une augmentation de 200, 225, 250 dollars par porte. C'est pour ça qu'on a diminué le plus possible le taux de taxe en prévision de l'an prochain. Parce que les travaux vont être finis, là. À ce que je sache, aux dernières nouvelles, les travaux ont été arrêtés le 20 décembre par rapport... Ils n'étaient pas censés d'arrêter, ces travaux-là, les travaux de normalisation. Mais la compagnie qui a eu le contrat, le contracteur, nous demandait 161 400 $ pour continuer le travail cet hiver, pour chauffer le ciment et puis pour payer la compagnie à Chandler pour ceux qui fournissent le ciment. Puis nous autres, moi, je vous ai dit, il n'y en a aucunement question. Ça fait plus de 10 ans que les gens de Grande-Rivière et de Sainte-Thérèse, parce que c'est un projet commun, payer un tiers, 2 tiers, un tiers Sainte-Thérèse, 2 tiers Grande-Rivière. Il n'y a aucunement question qu'on va payer pour chauffer du ciment. Comme je vous l'ai dit, ça fait 10 ans qu'on fait bouillir notre eau. On est capable d'attendre 4 mois de plus. Comment que le projet finirait 4 mois plus tard? Il n'y a personne d'ici qui va mourir empoisonné, puis tout ça. Là. Personne de mort, OK? Ça fait qu'on avait besoin de cet argent-là. Et puis la compagnie, je ne sais pas s'ils étaient contents, mais en tout cas, ils sont arrêtés, puis ils vont commencer la semaine prochaine. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que on a baissé les taxes en conséquence pour prévoir l'augmentation. Puis on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive, il peut nous arriver un pépin. Pour prévoir, mais on est sûr l'année prochaine que les gens, mais en fait, là, les gens, quand il y a des avis de bouillir, si je ne me trompe pas, l'année passée, on a eu 75 ou 80 jours d'avis de bouillir. Les gens sont obligés d'acheter de l'eau, là. OK? Les gens sont obligés de l'acheter de l'eau, là. Ça fait que là, il n'y aura plus ça. Donc, ça va compenser, disons, peut-être. Peut-être pas tout, mais ça va compenser. Mais on va avoir de l'eau, une bonne eau, une eau potable. En termes d'échéancier, vous pensez que ça va se terminer vraiment cette année? Oui, c'est supposé. Et apparemment, ça aurait fini au mois de juillet, août. Bon, mois de juillet, ça peut finir au 20. Mais l'important, le 161 000, M. Mirko, on en a besoin. On a nos routes, là. Je passais par Grande-Rivière-Ouest au 28 pour 14, puis il n'y a pas juste au rang Saint-Hilaire, pareil, les roues. On a besoin, puis Dieu sait comment ça coûte cher, de l'asphalte, mettre de l'asphalte, au prix qu'ils nous vendent ici en plus. Là, apparemment, cette année, on va le payer un petit peu moins cher. Et puis, comme je vous ai dit, là, je le répète, là, on se prépare le taux de taxe, on se prépare pour l'année prochaine, puis on ne veut pas étouffer les contribuables. Vous savez qu'il y a une grosse partie, 30 à 40 de nos contribuables ici, travaillent au salaire minimum. Ce sont des employés qui travaillent au salaire minimum. Puis la plus petite augmentation pour ces gens-là, moi je me dis, puis je le comprends, puis je réalise comme ça, même seulement un 10 piastres ou un 20 piastres d'augmentation de taxes par année, c'est déjà beaucoup. Ça fait qu'on essaye de minimiser les choses, puis on essaye de gérer en bon père de famille. C'est le même qu'on doit avoir une attitude. Puis c'est l'attitude aussi du membre du conseil. Puis moi, j'en suis le leader là. Puis c'est l'exemple que je donne. Puis j'ai pas de misère à faire approuver ça par les gens. Vous le chiffrez dans les alentours de 200 à 300 $ en moyenne? Non, pas 300. On a dit entre 200 et 250. Ça va chiffrer à peu près 225 $. Puis aussi, là-dessus, en plus de ça, de cette usine-là, c'est une usine de filtration. Ils appellent ça avec membrane, OK, membranaire. Et puis, cette usine-là, ça va être pour une grosse partie, elle est peut-être faite pour une 50aine d'années. OK? Puis en plus de ces travaux-là, nécessairement là-dessus, il va y avoir les travaux, c'est en même temps, c'était le règlement d'emprunt, les travaux de la rue du Parc, qui, me semble, c'était 2 400 000. Les gens de la rue du Parc, ce projet-là, le numéro 1, là, il est fini celui-là, OK? Il est fini depuis le mois de novembre, fin novembre, et puis les gens avaient un problème de pression d'eau, puis c'est réglé. Et puis le côté nord, nécessairement, les gens, il n'y avait pas d'égout. Ça fait que l'égout septique et fluvial, puis avec bordure, puis je pense qu'ils ont un très bon
une très belle route. Puis les gens, je l'ai rencontré plusieurs, et puis les gens sont contents. Les gens faisaient, lorsqu'on a rencontré ces gens-là, avant la construction, d'abord, on a eu 2 rencontres avec eux autres, deux rencontres publiques, et puis ils disaient que pour prendre le bain à 8 heures le soir, il fallait qu'ils faisaient couler l'eau à partir de midi. Ça fait que là, le problème est résolu, puis les gens sont bien contents, puis c'est un beau secteur de notre municipalité. Étant un citoyen de Sainte-Thérèse, je vais oser vous poser une question. Au niveau du 1 tiers, 2 tiers, est-ce que ça tient toujours pour le taux, pas le taux de taxation, mais plutôt la façon avec laquelle le projet va être remboursé? Oui, bien c'est ça. Est-ce que c'est toujours 1 tiers Sainte-Thérèse, 2 tiers? C'est toujours 1 tiers du projet. C'est demeuré semblable. C'est à peu près par la population, ça. OK. La population, nous autres, on est 3400. Sainte-Thérèse, c'est à peu près 1200. C'est ça, 1 tiers. Ouais. 1 tiers, 2 tiers. OK, d'accord. Bon, ben voilà un beau d'abord, projet. les prix sont fixés, là, à peu près. Là, tu sais. Il y a toujours des imprévus, mais c'est à peu près ça. On s'attend. Les ingénieurs nous ont toujours dit que les prix, le taux va se situer là-dedans. C'est par porte, là, par unité, là. Et puis, va se situer entre 225, 200, 225. Ça peut être 230 comme 215, là. Mais c'est à peu près ça. Mais c'est ça, nous autres, qu'on a demandé, puis on s'est assuré, là. On s'est assuré que... Ouais. Un dossier qui s'est perpétué dans le temps, mais qui va finir par aboutir et surtout augmenter notre qualité de vie. C'était rendu, ça faisait partie pratiquement de la routine quotidienne de faire bouillir l'eau. Ben c'était, oui. Puis, vous allez sauver ces messages à la radio. Ah, ben oui, puis en plus, oui. Puis en plus, c'est très dispendieux, les messages à la radio. Ouais. Puis je vous l'ai dit, là, il y avait un mois de mai, je pense, en 2012 ou 2011, là, il y a eu 23 jours, juste ce mois-là, là, pour la vie de bouillir. Ouais. Nécessairement, c'est quand il appelle ça la turpitude dans l'eau. Ouais. Puis s'il y a une pluie, une forte pluie, une pluie normale, pas de problème. Notre rivière, mais à minute, ben, c'est comme partout ailleurs, je pense. Là. À minute, il y a une pluie, puis on n'a pas... Nous autres, c'est des équipements qui datent de 1960. Donc, il faut qu'on mette ça aux normes, puis on met ça à jour. Durée de vie d'à peu près 50 ans. On n'en parlera plus pendant 50 ans. Oui, OK. Maintenant, en ce qui concerne l'aqueduc rue du Moulin et Saint-Hilaire. Bon, Saint-Hilaire, vous savez qu'il y a une rue, il y a une partie du côté ouest du Saint-Hilaire qui n'est pas desservie par les égouts. On travaille là-dedans. En même temps, on travaille de concert avec, sur le projet de la rue du Moulin. La rue du Moulin, ce sont les 2 services. Saint-Hilaire, c'est seulement les égouts. La rue du Moulin, lorsqu'il n'y a plus, puis l'horizon aussi, là, eux aussi, c'est l'eau et les égouts. Là, on va continuer. L'année passée, on avait eu un avis du gouvernement nous demandant, il y a à peu près 120 familles, 120 portes. Et puis, il nous demandait de faire des tests, à peu près d'une 50aine, ça aurait été à peu près, ça aurait été pas nécessaire, mais ça aurait été correct, suffisant. Mais là, aujourd'hui, nous autres, M. Baudin et moi, on a rencontré M. Bélanger qui s'occupe de ce dossier-là. On l'a rencontré le 19 décembre, et puis le 25 janvier, et puis là, il nous a demandé de tout refaire, de faire les tests. Pas refaire ceux qui n'ont pas été faits, les 72. Ils nous ont dit une 50aine, mais là, on va être obligé, à partir de, lorsque le beau temps va prendre, peut-être vers le 20-25 avril, tous ceux qui n'ont pas été faits, toutes les maisons qui n'ont pas été faites, là, on fait des tests d'eau pour savoir la qualité de l'eau. Puis, sur les 50 tests qu'on a fait l'année passée, 51, il y avait au-dessus de 60% des résidences que l'eau n'était pas potable. Donc, ça fait que nous autres, puis vous savez qu'avec les compressions, on nous a dit ça, que suite à ça, on a été déçus lorsqu'il nous a... Mais il faut monter le dossier, OK? On a été déçus lorsque le fonctionnaire nous a dit ça, M. Baudin, pas moi, et puis de continuer à faire les tests parce que le gouvernement demande de plus en plus, puis il donne de moins en moins d'argent. Et puis, il faut monter le dossier. Donc, on va mettre quelqu'un là-dessus. On va aller prendre des tests d'eau. Et puis, les gens vont être convoqués d'avance, la veille, pour ne pas arriver là à l'improviste. On va aller prendre les tests d'eau. Les tests d'eau sont analysés à Montjoly par une firme. Puis, ces tests-là sont envoyés. Le résultat des tests sont envoyés au gouvernement. On va monter le dossier là, à fond pour nécessairement avoir le plus de chances possible. Puis, vous savez qu'avec... avec tout ce qui se passe dans l'industrie de la construction, les contrats, c'est difficile. C'est difficile. Ils sont de plus en plus difficiles, puis le gouvernement est de plus en plus exigeant. On ne peut pas blâmer, mais en tout cas.
Donc, Aqueduc, Rue du Moulin, Saint-Hilaire, c'est une priorité? Ben, c'est une priorité. Ben oui, c'est une priorité. Ça fait des années parce que, je vous dis, là, je ne sais pas, je n'ai pas analysé les tests en profondeur, mais j'ai eu les résultats totaux de ces 51, puis il y a plus que 60% de ces maisons-là. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'acheter. Ah, ils sont obligés d'acheter l'eau. C'est pour ça que le 250 pièces par porte, là, lorsqu'ils vont l'avoir pour eux, là, parce qu'ils payent déjà, ils achètent déjà l'eau là, à l'heure actuelle. Donc, c'est une priorité. Puis, on en fait une priorité. Madame, les conseillers du secteur sont au fait de ça. Puis, ils nous poussent aussi. Puis, moi, en tout cas, je vais en faire aussi. Disons que tous les dossiers sont prioritaires, mais ceux-là, je pense que c'est dans le top, là, on peut dire, si vous me permettez l'expression. La semaine dernière, ou il y a quelques semaines, on avait une belle annonce à Grande-Rivière, un projet sur lequel la Ville travaillait déjà depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs embûches. Ça a été vraiment un grand défi. Et nous allons maintenant, même on voit les travaux là, dans la rue du Parc qui ont débuté. Oui. C'est en face de la coop Laster. Le projet d'OMH qui va voir le jour. Puis ces gens-là, les voisins m'ont dit, ils travaillent comme des abeilles. OK? Ça avance, puis disons que ça n'a pas été facile, mais on en voit les résultats aujourd'hui. Puis lorsqu'on a annoncé avec le député ce projet-là, un projet de 3,3 millions, mais il faut dire 3,3 millions, c'est la construction. C'est les frais de contingence, c'est-à-dire arpenteur, architecte, ingénieur n'est pas compris là-dedans. Si tu as à peu près, on peut mettre un autre 500 000, bien plus, là. Et puis... j'ai préparé, puis j'ai fait le petit discours que j'avais à faire, qu'on m'a demandé pour faire. Puis je pense que le thème, c'est, je l'ai dit à plusieurs reprises, quelle belle journée aujourd'hui, c'est qu'après tant d'efforts, puis ça n'a pas été facile, ce projet-là. On avait commencé, je pense, en 2005. L'autre conseil avait commencé en 2005, et puis il y a eu des embûches un peu partout. Mais ils disent qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et puis, je pense que tout le monde était fier. Tout le monde qui ont travaillé là-dessus, je n'aimerais pas aujourd'hui, là. Oui. Il y a beaucoup de gens, une vingtaine de personnes qui ont travaillé là-dessus, puis des associations. Puis, c'est un projet important qui va vraiment amener une meilleure qualité de vie, offrir des logements à une clientèle qui en avait besoin. Oui, c'est une clientèle ciblée. C'est une clientèle de gens de 75 ans et plus, disons 72, 75 ans et plus, semi-autonomes. Et puis avec service de traiteur, ce qui est important. C'est une salle pour un service de traiteur, puis c'est bien. C'est une première pour dire public là, dans notre secteur ici. Il y a une partie des logements, je crois aussi, que pour, disons, ressources financières un peu plus basses, là, pour les personnes, oui. Il y a, je ne sais pas, terme, parce que ça, c'est administré par l'Office municipal d'habitation. Je pense qu'il y a 10 logements sur les 20, c'est ça. Une dizaine de logements. Et puis ça, cet aspect-là du projet, ça, c'est géré par l'Office municipal d'habitation. L'OMH de Grande-Rivière, qui a un conseil d'administration. La Ville n'a rien à voir. Les autres, ils ont un comité de sélection, ils ont une directrice, ils ont des gens sur le CA. Nous autres, la Ville, nous autres, c'est seulement aller chercher de l'argent pour rendre ce projet-là à terme. Là, vous parlez du nerf de la guerre parce que ça a été toute une aventure. Ça a été toute une aventure. Ça a été toute une aventure parce que le gouvernement, nécessairement, ne donne pas le montant comme ça. Ils nous ont donné une subvention d'1 million quelques 100 000. Je n'ai pas les chiffres devant moi. Ensuite, l'OMH a fait un emprunt d'un temps, mais il fallait l'apport du milieu. L'apport du milieu, là, c'est la Ville, ce sont les contribuables, la Caisse populaire, les associations. Près de 800 000, 800 000, ça compte dessus. L'Aster, qui avait une partie du terrain que la commission scolaire il a donné. Il a mis un surplus de terrain, ils nous l'ont donné. La Ville a donné un terrain aussi. En tout cas, il y a beaucoup de gens puis beaucoup d'organismes qui ont contribué à ça pour, en fait, attacher ce projet-là au-dessus de 3 millions. Okay? On l'a parti en 2005, il était de 2 800 000. Aujourd'hui, c'est marqué, ça tombe 3 millions, mais vous pouvez mettre 500-600 000 de plus, parce que les frais contingence, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas ajouté là-dessus. C'est seulement la construction. À un moment donné, on avait de la misère, excusez, on avait de la misère en 2010 à démarrer, puis à attacher le projet, puis à aller ramasser de l'argent dans le milieu. À un moment donné, Mme Hérault du groupe Ressources, je me plais à la rencontrer, ça. Elle est venue nous rencontrer. C'est elle qui chapeautait le projet. Elle est venue nous dire, j'ai pas trop une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. On avait déjà de la difficulté à ramasser de l'argent. Elle nous a dit, on a fait actualiser le projet. Puis de 2005, le projet qui coûtait, les coûts étaient de 2 800 000. En matin, ils sont 3 800 000.
Là, ça nous a tous découragés. J'y ai fait une farce. Ben, je n'ai pas fait une farce. Moi, je l'ai dit sérieux. J'ai dit avoir su, Mme Aude, on aurait tous resté couchés en dessous de couvertes le matin. Il ne faut pas attendre ces nouvelles-là. En fin de compte, c'est comme on aurait dit que c'est comme ça qui nous a donné le coup de pied au derrière. Et puis là, les argents se sont bien s'accumuler. On a eu de l'argent de la Caisse populaire. Puis je remercie Mme Linda. On a eu un premier 65 000. La Ville a mis 150 000. J'ai réussi à geler 150 000 à la MRC. C'est une première. Pour le parc rural. Pour le parc rural. Ça, le parc rural, c'est de l'argent que les municipalités ont, mais c'est géré par la MRC. On peut aller en chercher à peu près une quarantaine de mille par année. J'ai gelé ce montant-là pour 4-5 ans. Pardon? C'est exceptionnel. Habituellement, ces argents-là sont pour oui, parce que c'est pas dans les buts de la MRC de financer le logement social, mais ça va peut-être, par exemple, plus tard, Sainte-Thérèse, non? Puis moi, si la municipalité de Sainte-Thérèse le demande, je vais être un des premiers à appuyer le maire de Sainte-Thérèse là-dessus, parce qu'on en a eu besoin. Mais ce n'était pas dans les visées, ce n'était pas dans la MRC. Ça, cet argent-là, c'est comme une association, par exemple, aura besoin de 5 000 6 000 pour faire une couverture. Mais moi, je me suis dit, même si la couverture d'un bâtiment, c'est nécessaire, moi, je me disais, puis j'ai fait comprendre ça aux gens qui nous demandaient de l'argent, fait comprendre que le logement, les 20 logements, étaient très importants aussi. C'était pour moi une priorité. Puis en fait du compte, puis la Ville, on a donné un congé de taxes. De 35 ans? De 35 ans, des taxes, c'est des taxes municipales et non pas de services. D'une valeur globale? D'une valeur de pas loin de 500 000. 500 000. C'est pas négligé quand même, là. La Ville a fait sa part. Ça fait qu'on a fait notre part, puis on voulait ce projet-là. Le milieu a vraiment relevé un grand défi, même le ministre le disait. Je remercie. Puis j'ai toujours dit, lorsqu'on m'interviewait, que moi, c'était un privilège d'être maire de la Ville de Grande-Rivière. Les gens, puis avec un projet de même, je suis encore bien un plus gros privilège. Lorsque tu vois une affaire de même monter, il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres bâtiments, mais en 2013, voir un autre bâtiment, où c'est si difficile, moi en tout cas, chapeau à notre population. Et parlant d'amélioration des conditions de vie de nos personnes âgées, non seulement ce beau projet-là s'est réalisé, mais il y a un plan qui a été déposé à la Ville de Grande-Rivière en mars dernier par un comité qui était chapeauté par M. André Baudin. On parle du plan d'action MADA. Voilà vraiment un beau plan d'action qui va travailler dans les prochains mois, dans les prochaines années, à vraiment faire une concertation des services, mais améliorer les services aux personnes aînées. Le rapport, le dépôt a été déposé, présenté au Conseil au mois de février, et puis qui a été déposé en mars. Nécessairement, ça, c'est un plan d'action qui est le résultat d'une consultation publique. OK? Il y a eu des questionnaires qui ont été envoyés, en plus de ça, à différentes associations, non seulement de notre ville, mais de MRC. En fait, qu'est-ce que nos gens de 50 ans et plus veulent avoir, puis tout ça. Puis dans différents secteurs, dans l'administration publique, les loisirs et culture, l'habitation, puis la sécurité et transport. Et puis, il y a un comité qui a été mis sur pied, un comité de suivi pour ce plan d'action-là, qui est composé du conseiller responsable, qui est M. Denis Desbaudins, il y avait 2 personnes dans la communauté, de la société civile, qui est Mme Martine Boudreau, et puis M. Jean Dubé de Grande-Rivière-Ouest, qui, eux, vont voir à ce que les actions que le Conseil vienne à la fin du 3 ans, il me semble que c'est en 2015, 2013, 2014, 2015, que toutes les actions vont être résolues. Et puis que le conseil municipal, en tout cas, moi, en tout cas, m'en fait une priorité. C'est du travail, et puis je remercierai jamais assez le comité. Ils ont travaillé plusieurs mois à monter un dossier comme ça. La beauté de la chose, c'est qu'il n'y a rien qui a été imposé. On parle vraiment d'une consultation qui a été faite du milieu. Du milieu. On a fait... C'est des demandes du milieu, des demandes des personnes âgées. Donc, la Ville a accepté les recommandations du comité là, sans faire aucun changement. Sans faire aucun changement. C'était les gens, c'était un besoin. Donc, on va aller au désir, par la volonté des gens. Puis en plus, non seulement ça, mais pour pas que ces gens-là, moi je peux assurer, le conseil assure, le comité, puis c'est déjà assuré que ce document-là ne sera pas tabletté. On a parlé d'ailleurs à la réunion de conseil. Et puis ce qui est beau, c'est que dans le temps, donc, on a une échéance, certains dossiers qu'il faut qu'ils soient mis en application, les actions, c'est-à-dire au mois de septembre. Il y en a d'autres au mois de novembre. Il y en a d'autres au mois de janvier en 2014. Il n'est pas... Dirons que c'est pas des choses qui sont chargées. Il y a des périodes bien déterminées que la Ville, ça donne le temps
au conseil municipal de sur notre bord, puis de mettre en application ces actions-là. Puis ça devenait obligatoire avec la réalité du vieillissement de la population, tout particulièrement pour la MSC Rocher-Percé, de mettre un tel plan de l'avant. Oui, c'est ça. Et la Ville est derrière ces recommandations-là, et tout est en place pour que le tout se réalise à moyen terme. Puis je pourrais nommer, puis je les remercie encore une fois, parce que nécessairement, ça rehausse la qualité de vie. C'est le but. C'est le but. Puis ça rehausse la qualité de vie de nos aînés, de notre population aussi. Puis tout le monde a bénéficié, pas seulement les jeunes, tout le monde a bénéficié. Parce qu'il y a des choses là-dedans, il y a des actions qui vont être prises que tout le monde va en bénéficier. Pas seulement les jeunes, tout le monde. Et puis moi, je remercie le président, lui qui était responsable, qui a pris la responsabilité lorsque le conseil lui a demandé, M. André Baudin, qui était assisté de la greffière, de M. Bisson, professeur Bisson. Jean-Claude Bisson, sa dame, Méline Kopp. Il y avait Isabelle Tremblay, qui travaille pour la MRC, pour le programme MADA, et Sylvie Baudin, et puis qui ont travaillé sans relâche des mois, plusieurs mois. Ils ont commencé l'automne passé. Et puis, moi, je suis allé le 8 décembre à la consultation, puis il y avait une cinquantaine de personnes, puis ça a été un bel exercice. C'était un bel exercice. C'était un bel exercice. Puis disons que moi, là, je l'ai présenté, lorsque je l'ai présenté, je l'ai soumis, c'est-à-dire à la MRC. J'étais très fier de ce document-là. Bon. OK? Puis moi, d'autres, c'est-à-dire, moi, par l'entremise du conseil, ou le conseil, par mon entremise, nécessairement, on peut assurer, puis sont déjà... puis connaissant les gens qui sont là pour que ce plan-là... ces actions-là soient mises en place, on est assuré que ça va être un succès. Ça va être un succès. Maintenant, dossier aéroport, réparation de la voie ferrée, tronçon Loup-Carlaï-Gaspé, c'est toujours quelque chose qui est d'actualité? C'est quelque chose qui est d'actualité. Disons que la MRC travaille là-dessus. On veut mettre notre aéroport au niveau. On a réparé Fissure. Là, il y a beaucoup plus de départs depuis quelques mois. Et surtout, l'avion on a réparé, l'avion hôpital. C'était la priorité première. Là, c'est une des priorités, puis c'est pour ça. Là, Puis en plus du développement économique plus tard, puis tout ça. Oui. Et puis nous, on a mis 1 million, la MRC. On a mis 1 million dans le projet. Là, il reste au gouvernement. On a un projet, on a un plan. Et puis, je suis allé à 2 rencontres où notre député ministre y était. Et puis, à la fin d'avril, même il l'a dit ici à l'ouverture pour les 20 logements, à la pelletée de terre, fin avril, au plus tard, 15 de mai, Mme Pauline Marois, qui est présidente du comité, et puis pour la relance de la Gaspésie, puis M. Lelièvre en est le vice-président, et puis elle viendrait faire des annonces. OK? Et puis, apparemment, il y a le transport. Donc, le transport par aéroport. Okay? Et puis, notre tronçon de Boutite, notre tronçon qui est fermé. Ça fait tout près de 2 ans, la Société des chemins de fer. La Société des chemins de fer a eu 17 millions, puis ils ont réparé le tronçon côté ouest, une partie de l'est. Nous autres, on a été laissés en suspens. Oui, en suspens. J'espère, il y a ici, dans ce secteur ici, là, il y a le pont de la Brèche-à-Manon, le pont à Brèche-à-Manon, là, qui a besoin de solides réparations, si ce n'est pas le remplacer. Si on le répare, ça coûte entre 3 et 4 millions, avec une durée de vie de 10 ans. Mais si on en fait un neuf, ça coûterait, selon les estimés, 10 millions. Et puis, ça serait pour 40-50 ans. Donc, c'est à ce point-là pour le pont de la Brèche? Oui, pour ce point-là, sans ça, il faut qu'il y ait des grosses réparations ou un pont neuf, si on veut. Le fédéral Adler, le fédéral Adler, ça va retirer de ça. Oui. Mais en tout cas, je sais que, comme je vous dis, dans ces 2 discours, M. Lelièvre a dit une priorité au transport, à la santé, puis à l'éducation aussi. Ils vont venir faire des annonces. Bon. Donc, ça fait que c'est bon signe. On va suivre, parce que vous savez que le train, là,
C'est un bon moyen de communication, puis tout ça. Puis pour les gens qui... Il y a des gens qui... Oui, le développement. Il y a des gens qui aiment ça, voyager en train. Puis notre aéroport, moi, ce qui me fait plus mal, puis quand je vous dis mal, vraiment mal, c'est que c'est seulement notre secteur qui n'est pas réparé, là. Seulement notre secteur qui n'est pas réparé, là. OK? Il va y avoir le train touristique, mais je veux dire, il faut... Moi, je l'ai dit à notre député, bon, tu sais, je fais des fois, là... je ne comprends pas ça que c'est toujours la MRC qui est laissée pour compte là-dedans. C'est toujours la MRC qui est laissée pour compte. Sur les 17 millions là, que le gouvernement du Québec a donné l'année passée, apparemment, pas apparemment, c'était marqué sur l'entente, je l'ai lu, là, que ces 17 millions-là doivent servir à la réparation du tronçon Matapédia-Nouvelle, ça a été jusqu'à Nouvelle, et de Gaspé-Percé. Ici, il n'y était rien pour le site. Ça devient frustrant, c'est toujours nous autres. C'est toujours nous autres qui est laissé pour compte. On a comme les miettes, mais j'espère que ça va avoir une fin, ça. Et d'une manière j'espère qu'il va avoir une fin. Mais je suis là pour... Vous siégez à la MRC et vous allez suivre ce dossier-là. Je ne serai pas gêné lorsque je ne suis pas content. Bon. On va laisser faire les choses, là. Oui. On va laisser faire les choses, ça laisse de bon augure, mais moi, je sais que ça marche. Puis là, je ne blâme pas juste le gouvernement là-dedans. Ce paragraphe-là qui a été mis, là, à la 3e feuille, il y avait 3 lignes. Je l'ai lu à la 3e feuille. 3 paragraphes avant la fin, que l'argent doit servir. Qu'est-ce qui a mis cela? Je ne sais pas. C'est certainement pas moi. J'en ai été terriblement offusqué. Même j'ai voté contre les réparations, contre cette entente-là. Parce qu'on avait été laissé. Je ne l'ai jamais dit, c'est la première fois que je le dis. J'ai voté contre cette entente-là, moi. Que cet argent-là doit servir pour les deux côtés, les 2 secteurs du réseau, puis nous autres sites, la MRC. Pourquoi nous? Vous avez sensibilisé M. Lelièvre là-dessus? Oui, il est au courant. Puis il est au courant, puis comme il dit, notre développement passe par le transport, passe par l'aéroport, passe par le chemin de fer, passe par l'éducation. C'est ça, comme je disais, l'aéroport, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein? Oui, c'est ça. Puis d'avoir un aéroport régional, c'est pas être trop ambitieux. Non, c'est ça. Ouais. Ben, je ne sais pas. Au moins qu'il nous la donne et qu'il nous la donne. Qu'on la prendrait nécessairement régionale. Bon, c'est parce qu'on a le potentiel. On a le potentiel à l'aéroport. Puis moi, je ne me gêne pas de dire l'aéroport du Rocher-Percé. Sur l'aéroport de Grande-Rivière et dans la ville de Grande-Rivière, comme l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau est dans la ville de Montréal. On dit aéroport de Montréal aussi. Des fois, je me fais taquiner quand je dis ou je me fais garder de travers lorsque je dis l'aéroport de Grande-Rivière. Il y a des gens qui me disent c'est pas l'aéroport de Grande-Rivière, mais je me dis c'est l'aéroport de Grande-Rivière. Je suis fier de ma place. M. Stevens, la question à 1 million de dollars. La question qui tue. Oui. Est-ce que vous vous représentez aux prochaines élections en tant que maire? Bon, disons que c'était pas la question, parce que j'avais préparé la chose, c'était pas la question à laquelle je m'attendais. OK? Parce que ça, il y a des choses, il y a un document de travail que j'ai fait pour une séance ultérieure. OK? Mais je vous le dis bien franchement, c'était pas la question que je m'attendais. Donc, comme toute question mérite une réponse, puis je vais vous répondre avec plaisir. Oui, j'ai l'intention de me présenter aux élections du 3 novembre ou du 5 novembre. Mais disons que, pour dire, je n'ai pas tellement pensé, parce qu'on a tellement de travail à faire. Puis, c'est moi, c'est proche, mais mon Dieu que c'est loin aussi. OK? Mais ça passe il y a beaucoup d'autres travail. Ça passe tellement vite. Puis il y a des choses. Moi, je suis à l'hôtel de ville du matin au soir. J'aime ça. J'aime ça. Et puis, j'ai ça dans le sang. Puis j'aime à travailler. Puis comme je vous l'ai dit, ceux qui ont passé avant moi pareil vont vous dire la même chose. C'est tellement, moi en tout cas, je trouve que comme je vous l'ai dit au début, c'est un privilège d'être maire de Grande-Rivière. Puis moi, disons que ça a bien été dans le mandat. Vous avez d'autres dossiers à accomplir. Oui, j'ai d'autres dossiers. On a fait beaucoup d'horaires. Puis vous savez que là, à l'heure actuelle, lorsque le chantier va prendre la semaine prochaine, il va y avoir à peu près 17-18 millions de travaux qui vont être en train de se faire. C'est gros, là. C'est rare. Je ne veux pas me vanter, mais c'est rare qu'on a eu ça. Et puis je ne veux pas passer sous silence aussi. L'année passée, la pharmacie Jean Coutu, là. Oui. Donc, on a un autre projet d'achat. C'est pas fini encore. On va avoir des nouvelles à la fin du mois aussi. Et puis, la nouvelle pharmacie, disons que c'est un plus pour la place. Mais
à l'heure actuelle, là, comme je vous dis, il va y avoir 17 ou 18 millions de travaux qui sont en train de se faire. C'est plaisant. Donc, vous allez mais il y a encore, répondre oui à l'appel Dieu des sait élections. Il y a des travaux, beaucoup de travaux qui ont été faits, mais vous allez voir que la liste est longue. Il y a encore beaucoup de projets sur la planche. Donc, M. Stevens, vous allez être candidat aux prochaines élections. Je vais vous répondre « Yes, sir ». Merci de votre visite à la télévision communautaire. Ça m'a fait plaisir. Et comme je dis souvent à plusieurs de mes invités, on garde le contact. C'est ça, toujours. Ben, là, ce que vous m'avez demandé, ça m'a fait plaisir. On s'est donné rendez-vous, puis tout ça. Merci beaucoup. Plaisir. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie. Jocelyne Cauvier, réalisatrice, animatrice et recherchiste à l'intérieur de cette capsule divertissement. Cette semaine, ça nous arrive assez régulièrement de faire ça, plusieurs faits divers qu'on va mélanger. On va peut-être passer un petit peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Alors, une capsule divertissement, c'est pas une capsule d'été, c'est une capsule d'hiver, c'est bien ça? Je suis pas encore rendu aux capsules d'été. Ah, bon, mais ça va venir. Ça va On n'a venir. pas le choix, la saison avance. Exactement. Donc, j'y vais encore avec des faits divers. Les gens, je pense que c'est plusieurs que je fais, là, c'est des faits totalement, aucun rapport entre eux. Puis, j'ai fait des petites recherches. Donc, je commence. La seule piste d'atterrissage pour secours volante au monde est au Canada. C'est à Saint-Paul, en Alberta. C'était construit en 1967 pour célébrer le centenaire du Canada. Puis, ça a été vraiment officialisé. Il y a même le ministre de la Défense du Canada qui est arrivé en hélicoptère pour inaugurer la piste d'atterrissage de secours volant. Bon, les gens ne seront pas surpris. C'est un message assez clair, hein? Oui, bien, les gens ne seront pas surpris d'apprendre qu'il n'y a pas encore de secours volant qui a atterri. Non, pas pour l'instant. Bon. Mais on a fait un petit musée à côté sur les secours volants. Puis, il y a même une ligne 1800. Si vous voyez le secours volant, vous appelez là. Bon. Donc, le Canada, quand même... As-tu pris le numéro en note? Puis, non, je ne l'ai pas noté. Bon. Des fois. Donc, peut-être dans une prochaine capsule fait divers. Si vous voyez une secours volante, ça serait important. Appelez à TV communautaire. Ou appelez à TV communautaire. Il y en a déjà une qui a passé à TV communautaire, d'ailleurs. C'était M. Raymond Méthode qui avait été témoin à ce moment-là, mais c'était le Père Noël. Ah, c'est une autre émission qu'on réalisait à l'époque à ce moment-là. C'est ça. Il y en avait une aussi dans Spax, mais ça aussi, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Ensuite, un autre fait qui peut être utile à savoir, quand vous coupez des oignons et vous pleurez, bien, vous avez juste à mâcher de la gomme en même temps que vous coupez les oignons, supposément que ça évite de pleurer. Je n'ai pas essayé, honnêtement. Moi, j'ai un autre truc, moi. Tu passes ton couteau en dessous de l'eau froide avant de couper ton oignon, puis c'est moins dur sur les yeux. Ah oui? Oui, mais il ne faut pas fermer les yeux, par contre. OK. Couper des oignons les yeux fermés, c'est sûr que... C'est pas un risque. Exactement. Oui. Ensuite, je vais parler des termites. Les termites, c'est quelque chose qui n'est pas très souhaitable. Et bon, quand vous avez une infestation de termites, là, c'est assez rapide qu'ils peuvent détruire tous vos objets. Pourquoi? Bien, c'est qu'en fait, les termites travaillent 24 heures sur 24, ne dorment jamais. C'est qu'ils font vraiment de l'overtime pour briser tous vos objets. Et puis, ça peut carrément détruire une structure d'une maison là, dans un temps assez rapide, c'est incroyable. Bien, c'est pas pour rien, c'est ça, parce qu'ils ne dorment pas. Puis, un fait se rattachant aussi aux termites, là, déjà, désolé si les gens sont en train de manger, c'est qu'en Afrique, on mange des termites comme popcorn, des petites termites grillées. Puis, il paraît que c'est bon, hein? Il paraît que j'essaierai pas. Oui. Mais toi, tu ne fais pas une vie de termite, hein, non? Non, non. Pas beaucoup, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes choses. C'est pas toujours en train de travailler. Non, je ne brise pas les objets chez nous. Bon. Ensuite, une étude en 1907 a déterminé que la couleur qui est plus facile à percevoir pour un œil humain, c'est le jaune. Raison pour laquelle, après, on a décidé de faire les taxis jaunes. Ah bon? Oui, j'ignorais ça. Un autre fait divers, aux élections municipales de 1985, et c'était en Idaho, il y a eu 4 votes pour M. Patate. Quand même. Le vrai M. Patate? Pour M. Patate. Bon. Il y a 4 personnes qui ont décidé de voter pour M. Patate. Eh bien. Donc, il avait rempli carrément une candidature c'est écrit, en ordre. Là. Oui, vraiment. Mais c'est pas quelque chose que je conseille aux gens, parce qu'évidemment, ça annule votre vote. Mais la beauté avec M. Patate, c'est qu'on peut le monter de différentes façons.
Oui, c'est ça, c'est sûr. Ben, justement, pour continuer avec M. Patate, la première publicité de 1952, c'était une publicité de M. Patate, la première publicité qui a été diffusée à la télévision. Puis les gens vont voir une image qu'il a quand même évolué de façon positive, je dirais. Ensuite, dans la Grèce antique, lancer une pomme à une femme, c'était une façon de la demander en mariage. Et si la femme attrapait la pomme, c'était une façon de dire oui. Si on la sommait, je ne sais pas quel message ça envoyait. J'imagine qu'on avertissait la femme avant de lancer la pomme pour se donner une chance. Je pense pas qu'on la lançait de dos de toutes ses forces parce que, comme romantisme, on repassera. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Les dinosaures, dans un autre ordre d'idée, les dinosaures marchaient sur leurs orteils. J'avais jamais pris conscience de ça, mais c'est vrai, les dinosaures, ça courait, ça marchait sur leurs orteils, pas sur leurs pieds. Puis, ben, en fait, c'est la même chose pour les chats, les chiens et les poules. Ah oui? Oui, ils marchent sur leurs orteils. Le record du monde pour manger des beignes, c'est un certain John Hay qui a mangé 20 beignes en 6 minutes. Toujours intéressant à savoir. Ben moi, je vais pas mal parler de mes... J'ai côtoyé de mes amis qu'une boîte de 12 beignes sur Dunkin' Donut, ça faisait pas long jeu, mais je dirais même pas le nombre parce que ça ferait pâlir de jalousie, lui, qui inscrit ce record-là. Mais il faut quand même le faire 20 beignes. On parle-tu des beignes traditionnels ou des beignes fourrés à la crème, fourrés aux fraises, confitures On de précise fraises? pas, mais ça doit être traditionnel parce que sinon... Parce que si c'est des beignes traditionnels, tu sauves sur le milieu, là. Parce que tu sais ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. C'est des beignes complètement pleins, là, Tim Hortons. Non, mais complètement plein, mon Dieu, c'est aller chercher de l'insuline après, là. Oui. Est-ce qu'on s'entend que c'est très sucré? Oui, je sais pas, ça donne peut-être le diabète. Ça provoque d'un coup le diabète. En tout cas, c'est profond comme... Ensuite, on trouve sur la Lune des objets assez particuliers. Je l'ignorais, on trouve 2 balles de golf. Pourquoi? Parce qu'il y a un des astronautes qui s'est amusé à taper des balles de golf sur la Lune pour voir quelle distance ça pouvait aller. On voit la façon avec laquelle ils peuvent pousser les expériences sur la Lune là, pour essayer de développer la science. Tout le financement de la NASA sert à des choses extrêmement scientifiques. Ouais. Ensuite, on trouve un javelot parce qu'un astronaute... voulait lancer un javelot sur la Lune. Il n'est pas encore tombé, d'ailleurs. Il est toujours, c'est ça, en orbite autour de la Lune. Non, mais les gens ont vu une image là, du javelot en question. Ah oui. Puis aussi, on trouve 2 miroirs. Bien, ça a été laissé sur la Lune de façon intentionnelle. On voulait vérifier la distance Terre-Lune en envoyant un laser à partir de la Terre, puis ça se réfléchit sur le miroir. Puis bon, les scientifiques, ça leur donne une distance très précise de la Lune. Un laser peut faire... Oui, jusqu'à la Lune, puis se réfléchir sur... C'est impressionnant. Donc, on peut peut-être s'imaginer que la distance entre la Terre et la Lune est vraiment calculée de façon extrêmement précise. Oui, c'est ça. Ça permet vraiment de faire des calculs parce que autrefois, c'était une approximation, mais là, c'est très précis. L'œil humain peut distinguer 500 nuances de gris. Ça m'a beaucoup surprise parce que je pensais même pas qu'il y avait 500 nuances de gris, honnêtement, là. Mais un œil humain là, peut détecter vraiment beaucoup de couleurs. Le frisbee. Je ne savais pas comment ça avait été inventé, mais c'était inventé par accident. C'est un certain William Russell Frisbee. Lui, c'était un pâtissier, puis il faisait des tartes. Puis ces tartes, il les mettait dans une espèce de plat en aluminium. Puis en dessous, c'était écrit Frisbee. C'était le nom de la marque de commerce, si on veut. Puis on s'est rendu compte qu'il y a des étudiants à l'université Yale qui se lançaient des plats de tartes. Puis là, il y a quelqu'un qui a allumé, ça ferait un jeu. Est-ce que l'histoire dit si c'est comme ça qu'il a réussi à demander sa femme en mariage? Pitcher une tarte? Une tarte aux pommes. C'est plus généreux que pitcher une pomme, je trouve. Ça cogne. Ça cogne si tu l'attends pas bien. Ça vient de sortir du four. Je sais pas si on peut interpréter ça comme une demande en mariage. Bon, ben, tu peux essayer de faire un lien, même s'il n'y a pas de lien, je vais essayer d'en faire un. Non, mais c'est un bel effort. Oui, un bel effort. Un bel effort. Ensuite, un pot de beurre d'arachide, ça contient 850 arachides. Quand même beaucoup. C'est beaucoup, mais je peux te dire que le prix des arachides doit avoir monté parce que le pot de beurre de pinot depuis 3 ans, là, il n'est plus achetable. Toi aussi, tu trouves ça? C'est incroyable. Là. Ouf. Ça, puis les céréales. Ça, puis les céréales, c'est incroyable. Ouais. Pas de bon sens. Ouais. Ben, c'est rendu 8,99 des fois un pot de beurre de pinot quand il faut le prix. Là. Oui, c'est... De 1 kilogramme, là.
Les arachides doivent être en extinction. Je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose avec... Il devrait mettre d'autres choses que du beurre de pinot là-dedans. Non, pas des idées. Tellement qu'ils ont été obligés de couper. Squirrel, il y a pas la pinot sur le dessus, ils ont été obligés de couper ça. Il n'y arrivait plus. Ils ont enlevé le pinot. Tu te rappelles-tu de ça? Oui, c'est vrai. Et puis là... Ben, je pense pas. En tout cas, je pense pas. Je suis même pas certain que cette marque-là est encore là. Je pense qu'elle a été reprise par... Ils ont sauvé la compagnie en enlevant le pinot. Par de la confiture. On en apprend des choses aujourd'hui. C'est incroyable. La plus grande femme du monde ayant vécu était une Chinoise de 8 pieds 2. C'est assez grand. Les gens voient une image... Les Chinois, on est porté à dire souvent que les Chinois ne sont pas grands. Exactement. Donc, c'est surprenant. Puis la plus grande femme, si on parle de récemment, elle est décédée l'année dernière. Elle faisait 7 pieds 8. Les gens vont voir une image. C'est incroyable. Souvent, c'est des gens, malheureusement, qui ont des problèmes avec des problèmes de santé qui fait justement qui deviennent... Que la croissance des os ne stoppe. Exactement. Donc, c'est des gens souvent qui vont mourir assez jeunes, malheureusement. Puis qui n'ont pas nécessairement une belle qualité de vie non plus, malheureusement. Non, c'est sûr. Ensuite, les enfants rient 400 fois dans une journée, alors que les adultes, c'est environ 15 fois. Je pense qu'on a peut-être à apprendre des enfants, parce que le rire, ça libère des endorphines, puis ça fait se sentir mieux, automatiquement. Donc, on a vraiment avantage à rire. Je pense que quand on fait l'émission, on libère beaucoup d'endorphines. C'est une philosophie qu'on applique, nous, à l'intérieur des enregistrements de nos émissions. Je pense que les gens voient la maison. Et si jamais on tombe endormi avant la fin, ne pas s'inquiéter, c'est simplement une nouvelle méthode de relaxation qu'on applique à la capsule divertissement. Exactement. Il ne faut pas trop rire, il faut faire attention. Là. Ensuite, je ne mets pas une pomme. Ni une tarte. Ça va rester, ça. Oui, mais c'est spécial. Tu m'as vraiment appris quelque chose. Oui, mais c'est ça. Les gens me demandent, quand je rencontre les gens, ou si tu prends tout ça, ben, je fais des recherches, pas des choses que je sais d'avance. J'apprends en même temps, puis c'est le fun. En naviguant sur le net que tu fais ça, on ne parle jamais de la façon avec laquelle tu fais ta recherche. Je vais faire beaucoup sur le net. Quand j'écoute des émissions de télévision, quand je vois un fait intéressant, je le note pour plus tard. Quand je lis aussi, je lis beaucoup, je le note pour plus tard. Donc, puis quand j'apprends un fait, je vais toujours vérifier d'autres sources pour s'assurer que c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines puis de fausses rumeurs, donc je fais toujours des vérifications. Donc, en plus, non seulement tu nous présentes des choses, mais la recherche est faite et c'est fait de façon structurée. Je fais mon gros possible. Tu valides l'information que tu nous donnes. Oui, je fais vraiment mon gros possible. Bon. Donc, on va pouvoir continuer à faire la capsule divertissement, il n'y a pas d'inquiétude. Un autre fait intéressant, les escaliers dans les châteaux du Moyen-Âge, les châteaux médiévaux, c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Parce que les chevaliers étaient droitiers. Donc, un chevalier droitier qui pénètre, si on veut, dans un château, il va avoir la difficulté à se servir de son arme de main droite. Les gens vont avoir une image, là, c'est plus facile à comprendre de cette façon-là. Si un chevalier était gaucher, ça serait plus facile pour lui d'attaquer à partir d'un escalier qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais il n'y avait pas de chevalier gaucher parce que les chevaliers, les gauchers à cette époque-là étaient considérés comme descendants du mal. Donc, on ne pouvait pas être chevalier si on était gaucher. C'est aussi simple que ça. Là que je vois des tours, il est ambidex. C'est ça. Il ne le disait pas tout de suite, puis il jouait un tour lorsqu'il ça faisait toute une surprise en montant dans l'escalier. Oui, ou lorsque tu avais à combattre un chevalier qui était ambidex, ça pouvait être toute une surprise aussi. Tout un atout. Tout un atout. Ensuite, mon dernier petit fait, c'est impossible de se chatouiller soi-même. Tu sais, on s'est toujours tout demandé, comment ça marche pas? Tu as déjà essayé ça, toi? Non, t'as pas essayé ça? Non, moi, je fais juste y penser, puis je te dirais une phobie de ça. Les enfants, souvent, ils vont arriver, ils vont me faire ce coup-là, d'essayer de me chatouiller, puis ça me rend dingue. Bien, c'est ça, mais maintenant, tu sais que tu ne peux pas te chatouiller toi-même. J'oserais pas m'essayer. Je trouvais ça déjà assez traumatisant quand c'est les autres qui le font. De là à m'auto-chatouiller, non. T'auto-chatouiller, non? Non, t'auto-chatouiller. Quel bel mot. Quel bel mot. Quel beau mot! On est maintenant en partie vocabulaire de l'émission. Ça vient tout du match à chouchette, cette affaire-là. Il fallait le placer. Il fallait le placer. On a un morceau de robot chaque fois qu'on le fait. Pourquoi on ne peut pas chatouiller? En fait, c'est que le cérébellum, c'est une partie du cerveau
qui avertit le reste du cerveau qu'on est en train d'essayer de se chatouiller. Donc, il n'y a pas l'effet de surprise, c'est simplement pour ça. Ah, parce que l'effet de surprise, il y est pour quelque chose. C'est l'effet de surprise parce qu'on ne s'y attend pas. Donc, on ignore que la personne va nous chatouiller ou comment. Donc, quand on se chatouille nous-mêmes, le cerveau, il n'est pas fou, hein, il sait où va notre main. Mais c'est un drôle de réflexe pareil. Hein? Oui, exactement. On se défend d'une drôle de façon. De toute façon, ça ne repousse pas l'adversaire. Hein? Puis c'est pas tout le monde qui est chatouillé non plus. Hein? Puis c'est pas toujours au même endroit. Là. Il y a des gens que impossible de les chatouiller, puis il y en a d'autres que c'est carrément, ils montent au plafond. Ça fait du bien d'en parler. Oui. Oh boy, hey, tabarouette. Est-ce que je dois comprendre que ça conclut pour la question du divertissement oui, c'est la conclusion. Traumatisant. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'en parler. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Avec plaisir. À la semaine prochaine. Bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur Facebook. On se laisse sur des images du spectacle de Steve Desgagnés à l'Aréna de Grande-Rivière le 13 avril dernier. Plus de 1500 personnes étaient au rendez-vous. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Alors, cher public, chers auditeurs du 96.3, la ville de Grande-Rivière a l'honneur et le privilège d'accueillir chez elle cette vedette montante du showbiz québécois. Originaire du Saguenay, il a fait vibrer le Québec lors de son passage à la populaire émission On connaît la chanson. Accompagné de ses 7 musiciens de son Braves Band, il nous fera ce soir une revue des plus grands succès rock'n'roll du défunt Elvis Presley. Mesdames et messieurs, le voici en grande primeur gaspésienne, le seul, l'unique, le très talentueux Steve Desgagnés. Bonne soirée tout le monde! Switch.
Monsieur Captain.